En Afrique, on sait supporter. On nous a appris à être forts, à ne pas se plaindre. Mais à force de tout supporter, on a oublié ceux qui souffrent. Décès de l'actrice Halima Gadji, toutes mes condoléances au cinéma sénégalais et africain et à toute sa famille. Alors de quoi souffrait-elle? Aux dernières nouvelles, c'était de la dépression. Elle avait des tendances suicidaires, elle disparaissait et réapparaissait. Et c'est sur ce sujet que va porter cette vidéo, la dépression trop minimisée chez les Africains et les Afro-descendants. Donc il faut que ça cesse, il faut que ça se stoppe. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la dépression. Alors bienvenue sur la chaîne, ici c'est Leno. Chez Leno, c'est l'investissement financier, mental. Et surtout, on vise l'excellence. Alors abonne-toi à tous mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Coco la finesse Leno sur Facebook, Instagram, TikTok même. Alors on va commencer par mettre un extrait d'une interview de l'actrice elle-même. Qu'est-il arrivé à Halima Gadji en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Bon, le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai vu des choses. J'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie et voilà. Je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou. Qu'est-ce que la maladie mentale? Donc, quand on parle de maladie mentale, beaucoup pensent aux chaînes, à la rue. Pourtant, la majorité des maladies mentales sont invisibles. La dépression, par exemple, ce n'est pas être juste triste. Ça peut être se réveiller fatigué, perdre goût à la vie, s'isoler, se forcer à sourire. Le cerveau est un organe comme le cœur, comme le foie, et lui aussi peut tomber malade. Pourquoi est-elle trop minimisée chez les Africains et les Afro-descendants? Dans beaucoup de familles africaines, parler de mal-être, c'est être vu comme un faible. Et surtout chez les hommes. Alors là, chez les femmes, ça existe, mais chez les hommes, on est au paroxysme de la minimisation. On se retrouve avec des hommes qui souffrent en silence, mais comme on leur a dit d'être des hommes, ils ont cette souffrance qui les détruit, qui peuvent les détruire de l'intérieur. Voilà. Les plus forts peuvent s'en sortir, mais tu ne peux pas être fort à 100% toute ta vie. Ce n'est pas linéaire. Il y a des moments où tu vas craquer. Moi, j'ai entendu le témoignage d'un homme qui disait « J'attends d'être dans ma chambre sous ma couette ou sous la douche pour pleurer. » Pour pleurer. Pourtant, cet homme-là, si on le voyait pleurer dans la vraie vie, si on le voit pleurer dans sa famille, on va lui dire « Mais écoute, t'es un homme, t'es un homme. » Et ça, c'est dangereux parce que intérioriser sans jamais rien extérioriser, ça peut exploser. Et ça peut aboutir à des situations dramatiques très très graves. Dans nos familles, on te dira « Prie, endurcis-toi. » À notre époque, il n'y avait pas ça. Oui, mais à votre époque, c'était le même système. C'est juste que aujourd'hui, on ose en parler. Mais à votre époque, il y avait des hommes qui souffraient également. Il y avait des hommes qui intériorisaient, prêts à exploser. Donc la souffrance mentale est souvent interprétée comme un manque de foi, une paresse, une possession. Voilà, t'es possédé, fais-toi délivrer. Un manque de confiance en soi, alors que pas du tout. C'est une vraie maladie. Ça peut être aussi pris comme un caprice et toutes ces choses-là. Résultat, les gens se taisent. Très très dangereux. Ils encaissent jusqu'à craquer. Faut savoir que Halima avait des tendances suicidaires. Elle avait des tendances suicidaires, mais c'est grave en fait. C'est grave. Donc, je pense que elle, comme c'est une actrice, elle a révélé sa maladie et c'est une femme, elle a été suivie jusqu'au bout. Et si elle avait des tendances suicidaires, imaginez les hommes dans le monde du cinéma, ou même pas dans le monde du cinéma, un homme dans la société qui a une famille à gérer, qui a une famille à nourrir, qui a une famille à s'occuper, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui pense beaucoup, qui a des soucis. Vous pensez qu'il n'a pas des tendances suicidaires? Bien sûr que oui, mais on va lui dire que c'est un truc de blanc. C'est ça, en fait, j'ai jamais compris. Au début, j'ai grandi dans cet environnement-là, donc je croyais vraiment que c'était un truc de blanc. Mais c'est en lisant, c'est en analysant nos comportements, c'est en réalisant qu'on était des êtres humains, finalement comme les autres, que j'ai compris que la dépression n'était pas un truc de blanc. Tout ce qui est maladie mentale, aller chez le psychologue. Moi, je peux vous raconter mon histoire où j'ai décidé d'aller chez le psychologue pour une situation personnelle. Mon mari m'a dit, mais non, prie. Donc, c'est vraiment intériorisé chez nous. Donc, je suis vraiment parti chez le psychologue, mais sans son suivi. Sans son suivi, il n'a pas cherché à savoir. Pour lui, c'était que la prière. Mais il n'a pas que la prière. Dieu a mis en nous l'intelligence. Ce qui fait qu'il y a des professionnels aujourd'hui de santé qu'on peut aller voir. Il n'y a pas que la prière, il y a des professionnels qui sont là. Sinon, pourquoi quand on est malade, quand on a besoin d'aller à l'hôpital, une opération en urgence, pourquoi on ne prie pas pour que l'opération se fasse toute seule? Non! C'est exactement pareil. C'est pas parce que c'est pas une opération vitale, c'est pas un accouchement que la maladie mentale ne nécessite pas d'aller à l'hôpital. Franchement, je ne comprendrai jamais ceux qui disent qu'il n'y a que la prière. Il n'y a pas que la prière. Changez cette mentalité-là. Il n'y a pas que la prière. La consultation, la prière par la suite
et la consultation. Les deux vont de pair. La conséquence du silence, c'est quoi? Quand on minimise la douleur mentale, on n'éteint pas le feu. On le laisse brûler de l'intérieur. Et beaucoup de personnes, comme je le disais tout à l'heure, vivent avec une dépression non traitée, non diagnostiquée. Elles travaillent dans tout ça, elles élèvent leurs enfants, elles rient, elles vivent leur vie, tout en étant dépressives. À l'intérieur, elles se noient. Mais elles ne peuvent pas le dire parce que ça va être perçu comme de la faiblesse. Et on avance comme ça dans ce cercle vicieux, qui est très dangereux. Donc comme je le disais, la dépression n'est pas réservée à l'Occident. Voilà, non, la dépression n'est pas une maladie de blanc, ni une importation occidentale. C'est humain. Seulement que les Occidentaux ont étudié la dépression et ils en ont déduit qu'elle existait. Mais en Afrique, on n'a pas étudié visiblement. En Afrique, tout est prière, tout est remède miracle. Nos ancêtres avaient aussi des souffrances. Mais comme c'est culturel, je ne sais pas comment ils faisaient. Nos ancêtres étaient très intelligents. J'en suis sûr qu'ils étaient écoutés, ils étaient suivis. Mais vu ce qu'on voit aujourd'hui, on ne dirait pas. Mais bon, bref. Donc c'est comme ça, en fait, ça a toujours été comme ça. L'Africain n'a jamais étudié, ou l'Afro-descendant n'a jamais étudié la dépression. C'est considéré comme la faiblesse, mais c'est écrit où, en fait? Où est-ce que c'est écrit? Je ne sais pas. Aujourd'hui, l'isolement, la pression sociale, les difficultés économiques, les traumatismes non soignés font des ravages silencieux. La foi, la culture et la santé mentale ne sont pas indissociables. Parce que j'ai l'impression que quand on a la foi, on ne peut pas se soigner. Croire en Dieu ne rend pas invincible. Dieu a mis en nous l'intelligence, on étudie, on va à l'école, on se forme pour avoir des psychologues. C'est 10 ans d'études. C'est 10 ans d'études. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Donc prier c'est important, mais consulter l'est tout autant. Mais tout autant. Tout autant parce que c'est un travail complémentaire. Donc, la foi peut accompagner la guérison, mais elle ne doit pas remplacer l'aide médecine. Il y a des sujets où la foi suffit, c'est vrai. Quand il s'agit d'une maladie, faites-vous accompagner, consultez, ça ne vous coûte rien. Mais au contraire, vous gagnez plus, puisque vous priez et en plus de ça, vous consultez. Donc, vous êtes gagnant dans tous les cas. C'est un homme qui peut dire, parce que Dieu ne va pas forcément descendre, Dieu ne va pas descendre pour dire que vous avez telle dépression ou bien que vous avez telle maladie. C'est le diagnostic du médecin qui va vous dire, écoutez, on a fait une radio, voilà comment se porte votre utérus, par exemple. Voilà, vos seins, on a palpé vos seins. Est-ce que vous avez un cancer du sein ou pas? Ça, c'est le médecin qui va vous le dire. Par la suite, vous priez tout le temps. Ça, moi, j'ai toujours dit prier. Prier. En fait, dans tous les cas, il faut prier. Moi, je le répète encore et encore. Dans tous les cas, il faut prier. Parce que la prière accompagne. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que ça aille bien dans ta vie, que ça n'aille pas bien. Prier, c'est un automatisme. Prier, c'est une base essentielle. Mais là, à côté de ça, il y a des choses à faire, il y a des démarches à effectuer. La conclusion est que la santé mentale, c'est aussi une réalité, mais surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Le taux de suicide le plus élevé se passe en Afrique. En fait, ce qui me désole, c'est qu'on est trop dur. On est trop dur. Il faut apprendre à écouter, à être sensible aux émotions. Je sais pas, mais on dirait que c'est trop demandé. Si tu souffres, tu n'es pas faible. Si quelqu'un te parle, ne le fais pas taire. Ne minimise pas les émotions. Voilà. Cette histoire aussi de minimiser les émotions. Quand je vais t'expliquer, oui, aujourd'hui, je me sens pas bien parce que j'ai vécu telle situation, parce que voilà, il y a eu un événement qui a fait que je cogite beaucoup, j'ai envie d'aller consulter un psychologue. Directement, non, mais t'exagères, fais la prière. Moi, je l'ai vécu avec ma fille il y a 2 ans maintenant, il y a 1 an et demi. C'était pas malveillant, mais c'est comme ça qu'il a grandi. Donc lui, il me l'a transmis. Il m'a répondu de la façon dont il a grandi. C'était ma fille en fait, qui avait qui avait une boule en fait dans l'intestin. Et la boule grossissait. La boule grossissait et ça a duré longtemps parce que elle avait 4 ans et demi, mais la boule faisait 4 à 5 cm de largeur. C'était un polype en fait. Et le polype, pour vous faire un ordre de comparaison, un polype déjà de 1 cm chez un adulte, il faut l'opérer en urgence. Alors imaginez un gros polype de 4 à 5 cm dans le corps d'une enfant de 4 ans qui grossissait, ce qui faisait qu'elle était dans son coin, elle jouait plus comme avant, parce qu'il faut savoir que ma fille, avant que le polype ne prenne de la place comme ça, elle était très joviale, elle était très dynamique, et au fur et à mesure, elle était dans son coin, elle devenait triste, elle devenait pâle, et nous, on n'arrivait pas à voir. Quand on partait chez le médecin disait qu'il n'y avait rien. Donc on a bombardé dans la prière,
On a bombardé dans la prière et c'est là qu'on est parti. Ils ont vu dans un premier temps à l'hôpital de ma ville qu'elle avait un manque de sang. Voilà, c'était de l'anémie. Mais ils n'ont pas détecté le polype. Il a fallu qu'on rentre à la maison, qu'elle ait voilà, une perte de sang encore. On la ramène à l'hôpital. Donc c'était une boule de sang qui sortait de son anus. Voilà. On est parti à l'hôpital encore de Meaux. Ils nous ont dit franchement, il faut que vous partiez à l'hôpital Rousseau de Paris. Les urgences sont venus de Paris. On habite dans le 77. Sont venus de Paris la chercher. On n'avait droit qu'à un seul parent. Donc ce jour-là, c'est son père qui est parti avec elle. Moi, je suis resté avec le petit. On est rentré à la maison. Donc ils sont partis. Et c'était la spécialité. C'est eux qui géraient cette spécialité-là. À la partie où on opère les organes. Et donc c'est là-bas qu'ils ont jugé bon, ils ont vu qu'il y avait un polype, parce que là-bas ils ont des machines plus performantes. Ils ont vu qu'il y avait un gros polype dans son intestin qui l'empêchait de jouer, qui la rendait tout le temps fatiguée. Même à l'école, on nous avait appelé à l'école à la fin de l'année pour nous dire qu'elle était toujours fatiguée. Alors le dernier jour de l'école, je suis parti la chercher, c'était le dernier jour de l'école, de sa petite section. Donc je suis parti la chercher et voilà, on a profité pour dire bonnes vacances à la maîtresse. Le dernier jour, c'est en juin. C'est en juin. Et dites-vous, elle a trimballé ça jusqu'en octobre. Parce que c'est jusqu'en octobre qu'on a vu et qu'on a opéré. Donc, même pendant les grandes vacances avec ses cousines, ses grands-parents, tout le monde a vu qu'elle n'était pas bien. Donc voilà. Donc moi, cette situation-là, ça m'a rendu tellement mal. En fait, je m'en suis voulu de ne pas avoir vu qu'il y avait ça, ce polype-là. J'aurais pu, je sais pas, moi, la palper, j'aurais pu... Pourtant, pour moi, il n'y avait rien parce qu'on était parti consulter. Et qu'il disait que bon, bah voilà, elle est juste fatiguée. Mais c'est avec la prière, je vous ai dit la prière, et avec la consultation qu'on a retrouvé le polype, on l'a enlevé. Ils ont vu qu'il y avait un polype, ils l'ont enlevé. Donc c'est très très important. Je termine par ce témoignage pour vous dire qu'après ça, j'ai consulté un psychologue. Parce que j'ai vu la souffrance de ma fille dans ses yeux. Après, j'ai ressassé toutes ces images me sont revenues à l'esprit. Je me dis, mais en fait, à ce moment-là, elle était super fatiguée. À ce moment-là, elle n'avait pas envie de jouer avec ses amis. Elle forçait. Parce que vu qu'elle adore ses cousines, en fait, elle se forçait à jouer. Mais elle était quand même faible. Quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit non, prie, c'est rien, machin. Il a minimisé. Mais pas parce qu'il me voulait du mal, mais c'est parce qu'il a grandi dans un environnement pareil. Consultez autant que vous pouvez. D'accord? On se rattrape sur les réseaux sociaux. TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram pour une nouvelle vidéo.